Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. On va dire que c'est un avant-match. Avant cette première confrontation mercredi soir contre le Benfica Lisbonne à Nice pour le match aller. Vous en avez eu l'habitude sur la fin de saison dernière et sur la magnifique épopée européenne de l'OGC Nice l'année dernière. Voilà, on se retrouvait avec un invité qui vient nous présenter en long et en large l'équipe, les joueurs, le dispositif, le projet dans lequel évolue Benfica actuellement. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Barbosa du podcast Avenia. Voilà, donc bonsoir Barbosa, comment vas-tu? Très bien, et toi, Pancho? Tu es prêt pour le match de mercredi? Alors, prêt, je ne sais pas. Vous avez joué déjà un premier match officiel cette saison. Nous, non. Donc déjà, vous avez peut-être un peu plus d'éléments, des certitudes ou pas d'ailleurs. Avant de commencer de rentrer en détail sur le contenu de ce numéro, Barbosa, est-ce que tu peux te présenter déjà et puis nous dire un peu ce qui se passe du côté de Avenia, voilà, et le lien en fait qui t'unit avec Benfica. Yes, bah, du coup, moi, c'est Dani Barbosa. Euh, J'habite actuellement à Lisbonne. J'ai vécu 25 ans à Paris. Donc, j'ai eu une opportunité professionnelle pour venir finalement habiter à Lisbonne et pourquoi pas, du coup, joindre l'utile à l'agréable en allant voir mon équipe tous les week-ends à la maison. Donc, c'était assez pratique à ce niveau-là. Qu'est-ce qui me lie à Benfica? Bah, à peu près tout. Déjà, ce qui me lie en premier point, c'est côté familial, c'est via mon père euh, qui m'a transmis cette passion et moi je l'ai un peu pris à cœur finalement parce que ça a valu au bout d'un moment d'en parler avec des amis et puis de participer à un podcast comme c'était le cas jusqu'à maintenant avec Golasso qui est un podcast qui traite de l'actualité du football portugais pardon, en France. En fait, au bout d'un moment, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose aussi pour la communauté francophone en créant Avenia qui est du coup un podcast qu'on a fait depuis à peu près un peu plus d'un mois. Voilà, où on traite surtout de l'actualité du club, mais pas seulement sportive, aussi tout ce qui est contexte politique, parce qu'au Portugal, en fait, on a des clubs qui appartiennent aux sociaux. Et donc il y a beaucoup d'enjeux, dont notamment cette année les nouvelles élections, enfin les prochaines élections présidentielles, avec beaucoup de participants, beaucoup de candidats, et généralement pour les socios qui sont un peu, on va dire, loin géographiquement de leur club, il y a un peu un désintérêt ou du moins un manque de connaissances à ce sujet-là. Donc on essaie de transmettre pas mal d'éléments, de parler un peu des sujets niches, entre guillemets, et puis parler aussi de l'actualité, donc sportive, des résultats, du mercato. Donc voilà, c'est ce qui mène actuellement à parler de Benfica de plus en plus. Donc présent sur Twitter, YouTube, j'ai vu également TikTok, Instagram. Spotify, Ouais, etc. On n'est pas encore sur Deezer et Apple parce que je suis un peu une feignasse. Il faudrait peut-être que je me réveille et que je mette tous les épisodes dessus, mais ça ne serait tardé. ok, donc si vous voulez approfondir un peu vos connaissances sur Benfica et puis soutenir aussi le projet, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Avenia. Voilà, la parenthèse de publicité est terminée, Barbosa. Bon, clairement, on s'attaque à un gros morceau. Je vais déjà te demander, avant qu'on recontextualise les matchs, les dates, etc., euh, ton ressenti par rapport au tirage. Euh, Nous, clairement, vous étiez considérés comme la grosse équipe parmi toutes celles qu'on pouvait obtenir. On vous a eu, mais de l'autre côté, vous, côté benfiquiste, euh, c'est quoi? C'est le gros lot, finalement, l'OGC Nice? Ou tu vas me donner ton avis, un peu l'avis de la communauté, parce que possiblement que ce n'est pas le même. La communauté, pour le coup, nous on est très liés à la communauté française, mais la communauté portugaise aussi. Je pense un avis un peu différent dans le sens où peut-être qu'ils suivent moins le football en France, du moins les équipes comme Lens, Nice, des équipes un peu, on va dire Lille ou autres, on suit un peu moins forcément au Portugal. Mais la communauté française, on va dire, on n'était pas forcément, on n'était pas non plus ravis, mais on n'était pas non plus très très inquiet. Moi, pour ma part, c'est pas un tirage que j'apprécie dans le sens où c'est quand même un stade qui est assez marquant et qui a une belle ambiance. Je me dis qu'un Benfica qui rentre mal dans son match sans ses supporters, parce que du coup, il n'y aura pas de supporters dans le parcage visiteur.
sur cette rencontre. Côté Benfica, bah, ça peut devenir vite compliqué si Nice rentre très bien dans son match. Et je serais pas surpris qu'on sorte du match aller sans un résultat positif. Ça m'étonnerait pas forcément. Parce que j'estime, ça après c'est mon avis, que vous avez un meilleur coach que le nôtre et que du coup ça peut jouer sur des détails. Le nôtre a le mérite de très bien préparer les matchs, mais d'avoir plutôt une mauvaise lecture des matchs selon moi. Donc si le plan A se passe mal, possible que le plan B ne passe pas non plus. Donc voilà, de manière globale, je dirais, les gens sont assez confortables avec le tirage. Moi, je pars du principe que pour un premier tour, en sachant qu'on aura encore un autre, c'est pas le meilleur des tirages, surtout dès l'entame de saison. Match aller donc le 6 août à Nice, retour le 12 à Lisbonne. Déjà il y a ce match retour à domicile qui est toujours on va dire favorable, même s'il n'y a plus cette règle on va dire du but à l'extérieur, mais quand même. Également une information pour les expatriés et pas des moindres, puisque eh bien, la diffusion eh bien, aura lieu pour les matchs aller, pour les deux matchs en fait, sur la plateforme solidsport.com pour la modique somme de 7,95 €. Voilà, le match, hein, une pay-per-view. Voilà. Canal n'a pas les droits pour ces matchs-là, on va dire, de tour de qualification. Je me demande si pour le barrage, ils ont les droits ou pas. Je pense, parce qu'il me semble au premier tour, je crois que tu joues même pas avec la balle de Ligue des Champions, etc. Donc Ah oui, c'est vrai. il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Il n'y a même pas l'hymne ni rien de mémoire. Donc c'est que sur le match des barrages où je pense que ce soit Nice ou Benfica, mais là en l'occurrence Nice, si Nice passe, je pense qu'il y aura plus ce souci de droit TV. Après, il y a la chaîne portugaise Sport TV hein, voilà, qui existe, 1, 2, 3, 4 ou 5. Pour celles et ceux qui ont la possibilité d'aller checker ces chaînes-là, vous allez avoir la possibilité eh bien, de regarder le match gratuitement, normalement. Ce qui semble quand même plutôt confortable pour les expatriés et également pour les supporters qui ne pourront se déplacer à Lisbonne en plein mois d'août à coût de 600-700 balles aller-retour en avion. Euh, Barbosa. Euh, Déjà, l'actualité, on l'a dit, c'est également cette finale de la Supercoupe du Portugal qui a eu lieu donc jeudi soir. On enregistre dimanche 3 août. Victoire 1 but à 0 contre le Sporting Lisbonne. On rappelle que le Sporting Lisbonne est dernier vainqueur de la Coupe du Portugal, mais également du championnat portugais. Victoire pour autant de Benfica sur ce match-là. Qu'est-ce que tu en retiens finalement de cette rencontre euh, et au regard de la préparation de la Coupe du Monde des clubs, tu situes comment actuellement ton équipe? Je dirais qu'elle se cherche dans le sens où on sort voilà, d'une pré-saison d'à peine 2 semaines où on a finalement fait qu'un seul match amical face au Fenerbahçe. Et une autre rencontre, mais à guichet fermé, qui était contre Estoril, une équipe de notre championnat, mais qui n'a pas été diffusée, donc on n'a pas pu forcément voir ce qui a pu se produire. Donc on a assez peu d'éléments et beaucoup de nouveaux joueurs qui nous... voilà, on a Richard Rios, Enzo, Dedic qui était à Marseille, Ivanovic le plus récent, et j'en oublie peut-être un. Mais on a quand même de nouveaux joueurs dans ce 11 qui changent pas mal. Donc, et on parle d'arrivées qui ont eu lieu il y a moins de 2 semaines. Donc finalement très peu d'entraînement. Donc des dynamiques qui ont besoin d'être trouvées, un collectif qui doit se roder. Et finalement peu de temps pour mettre tout ça en place. Donc finalement c'est les matchs un peu qui vont dicter un peu comment évolue cette équipe. Et sur le dernier match face au Sporting, voilà, c'est une victoire 1-0. Mais je dirais que sur les 45 premières minutes finalement... très compliqué. Un Sporting qui était pour moi au-dessus sur les 45 premières minutes. Une équipe finalement de Benfica qui arrivait bien à ressortir de derrière, mais qui finalement manquait de créativité, on va dire passer le milieu de terrain. Déjà parce qu'il y a eu la telenovela Jean Félix qui devait venir, mais en 48 heures à peine, Al Nasser nous l'a pris. Et du coup, on se retrouve sans cet élément qui était, je pense, le coup un peu le coup de maître que voulait réaliser la direction et le coach en allant le chercher. Donc, il te manque cet élément créatif dans le dernier tiers. Qui aujourd'hui n'est pas compensé. Il te manque aussi cet ailier droit avec le départ de Di Maria. Finalement, aujourd'hui, on se retrouve sans réel ailier droit. Et donc, pour l'instant, je pense que par exemple, face à Nice, on débutera par exemple avec Orsnes, qui a été titulaire à ce poste-là. Mais Orsnes, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un milieu de terrain de métier qui depuis 3 saisons, évolue avec Benfica
à différents postes en tant que 6, 8, ailier gauche intérieur, latéral droit, latéral gauche, ailier droit. Donc sur FIFA, ils ont même un peu de mal à savoir à quel poste ils doivent le mettre. Et donc voilà, ce match contre le Sporting a révélé qu'aujourd'hui, je pense que le Benfica ne sait pas encore comment il va vraiment évoluer. Je pense qu'il y a différents dispositifs qu'on veut mettre en place. Par exemple, je ne sais pas exclure que sur le match face à Nice, on évolue en 4-4-2 si Ivanovic réalise son premier match avec Benfica. Dans le cas contraire, ce sera certainement Barreiro qui est le milieu de terrain du Luxembourg, qui viendra évoluer dans ce 4-3-3 et sans ballon plus en 4-4-2. On a l'impression très, très haut à côté de Pavlidis. Mais voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, je dirais. Au vu des récents changements, euh, la seule certitude, je pense que c'est la ligne défensive et ceux qui évoluent au milieu de terrain, dont Richarlison et Enzo, parce que c'est des forts investissements de Benfica sur ce début de mercato. L'ailier gauche, c'est Turkoglu, mais actuellement, apparemment, il y aurait un deal qui se ferait avec le Fenerbahçe, qui est également en phase éliminatoire de Ligue des Champions. On ne sait pas trop si ça va se faire ou non. Et l'ailier droit, Orsnes et Pavlidis, qui est sur sa lancée depuis l'année dernière et qui est très très bon. Alors justement, tu as parlé un peu des forces en présence, enfin de l'effectif. Quel type de mouvement il y a eu en termes d'arrivée et de départ? Est-ce que tu considères que Benfica s'est affaibli ou s'est renforcé cet été? Je dirais que d'une part, on s'est renforcé dans le sens où on a des garanties au milieu de terrain qu'on avait, notamment dans le jeu de position, on n'avait pas, on va dire, de joueurs qui savaient penser le jeu ou qui savaient temporiser, comme Enzo le fait. Et très très bien. Et je pense que c'est un joueur peut-être qui surprendra mercredi. C'est un peu ce milieu de terrain défensif un peu argentin qui aime bien avoir le ballon, qui aime bien être pressé, finalement ressortir très propre et toujours très bon techniquement. Richarlison, bon, qui est connu de manière très globale sur les réseaux sociaux, qui a une énorme hype, que moi je suivais pas mal au Brésil également, qui est un bon joueur, mais qui, je pense, va devoir se confronter à ce défi tactique qu'on peut avoir en Europe et un peu peut-être au Brésil, parce que il y a un effort qu'il devra faire à ce niveau-là. Il faut qu'il ait beaucoup moins de déchets. Et c'est par exemple, c'est une des choses qui nous a marqué sur le match face au Sporting, c'est qu'il avait beaucoup de déchets avec ballon. Chose qu'on peut moins se permettre en Europe et notamment sur les grosses affiches et donc contre Nice aussi. Euh, on a eu ce départ là où on perd, je pense, c'est au poste de latéral gauche. On avait Alvaro Carreras qui est parti du côté du Real Madrid, qu'on a remplacé par Samuel Dahl qui était déjà là depuis janvier en prêt, qui vient de la Roma. Et on allait chercher Rafael Obrador qui est un joueur qui était de la Castilla, du côté du Real Madrid, qui était prêté à La Corogne, qui est venu en fait à peu près dans ce deal avec Carreras pour 5 millions. Et après le quatrième, bah, Ivanovic, qui est cet attaquant qui faisait un peu fureur, on va dire, en Belgique, Ah du côté de oui, Saint-Gilloise. bah, il a déjà marqué contre nous. Je me disais, est-ce que c'est le même ou pas, mais il a déjà C'est marqué ça, contre nous en Europa League. exactement. Exactement. C'est vrai que j'avais vu ça aussi. Marc contre vous, Marc contre Braga, donc il connaît un peu les différentes équipes. Donc non, ça va être intéressant. Moi, je sais pas si ça sera disponible, j'aimerais bien. Parce que je pense que c'est un joueur qui peut apporter directement un grand impact et m'a fonctionné très rapidement avec Pavlidis devant. C'est des profils qui sont assez complémentaires. Et c'est là où pour moi on gagne quelque chose. Je pense que Pavlidis est un joueur qui peut vraiment évoluer en termes de niveau et de rendement à côté d'un Ivanovic et vice-versa. Mais pas sûr que ça soit déjà contre Nice au vu du manque d'entraînement. Si c'est le cas, tant mieux, mais je pense qu'il rentrera certainement en jeu. Voilà, sur les forces niveau faiblesse, bon, on a eu le départ d'Orkun Koksu du côté du Beşiktaş. Euh, euh, Globalement, je dirais que du côté de Benfica, pour les supporters, c'est un peu mitigé. Il y en a qui sont assez tristes, d'autres qui sont plutôt contents. Moi, de mon côté, je dirais que ça a jamais vraiment fonctionné. Le mariage a jamais vraiment pris. Il avait été nommé MVP du côté du championnat des Pays-Bas il y a 2 ans, mais chez nous, ça a jamais pris. Il y a toujours eu des petites guéguerres, que ce soit avec Roger Schmidt, son ancien coach, et Bruno Lage durant le mondial des clubs, avec cet épisode où ils se sont un peu pris la tête. Je sais pas si tu as pu voir ça, mais euh, durant un match au moment de son remplacement. Suite à ça, je pense que ça devenait assez compliqué pour lui. Et un départ du côté de Beşiktaş, qui est son club de cœur, était pas forcément une mauvaise chose pour toutes les parties. Donc, je pense que Benfica doit encore réaliser deux, trois achats. Je dirais sûrement deux. Je pense à ce potentiel créatif qui serait le numéro 10 entre guillemets, ou 9,5, qui serait voilà, dans cette zone-là. Et c'était les droits, entre guillemets, aussi percutants, un contre un, qu'on n'a pas finalement, qui rend notre jeu assez stéréotypé et qui est pas forcément, pour moi, qui est assez prévisible, je dirais.
Avant de passer un peu plus, on va dire, au point fort et au point faible de cette équipe-là, grossièrement, euh, il y a eu aussi on va dire un épisode, tu l'as dit, Joao Félix. Comment ça a été vécu finalement? Parce que ça me permettra aussi de te questionner un peu sur la direction sportive actuellement à Benfica. Tu l'as dit, il va y avoir des élections présidentielles. Tu le situes comment actuellement le projet de Benfica? Est-ce qu'on est sur quelque chose de... Voilà, il y a du coup un nouveau coach. Voilà. Euh, quelle est son approche? Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur on va dire la direction sportive globale du club? Alors, pour contextualiser, un mandat de président du côté du Benfica dure 4 ans. Et on va dire que sur ces 4 ans, le projet de Rui Costa, c'était Roger Schmidt. Et que du coup, vu que il réalise sa première saison avec nous, il est champion. La deuxième saison, il n'est pas champion. Il a beaucoup d'épisodes qui sont, on va dire, négatifs. La défaite 5-0 contre Porto. La défaite en Europa League contre Marseille, qui est un des pires Marseille à ce moment-là, qui est pas passé non plus. Et finalement, cette deuxième place équivaut le titre au Sporting. Suite à ça, Rui Costa fait le forcing pour le garder sur la saison 2004-2025. Réalise une pré-saison avec lui, un recrutement avec lui, donc dans les départs, João Neves au PSG, qui a été, on va dire, un véritable coup de massue pour les supporters Benfica, parce qu'on s'attendait pas à le perdre à ce moment-là. Marcos Leonardo du côté d'Al Hilal, David Neres de Naples. Donc on perd beaucoup de joueurs qu'on finalement on remplace mal. Renato Sanchez à la place de João Neves, qui est un joueur régulièrement blessé, certes un enfant du club, mais qui finalement réalise une saison comme on a pu le voir par le passé, c'est-à-dire remplie de blessures. Donc ça n'a jamais été une réelle option au milieu de terrain. David Neres on va dire, est remplacé par Arthur Koglu. C'est un joueur qui stat énormément, mais qui dans le jeu finalement n'apporte pas du tout les mêmes choses que pouvait apporter un David Neres. Et en fait, c'était plus pour laisser ce Di Maria tranquille pendant un an sans grosse concurrence à son poste, parce que David Neres voulait jouer et Di Maria avait carte blanche chez nous. Et on perd très vite Di Maria au bout de 6 mois de saison où il se blesse quasiment sur tout le reste de la saison, pardon. Et en fait, Roger Schmidt, à la suite de ce mercato, part à la quatrième journée du championnat, donc fin août. Parce qu'en fait, sur les 4 premières journées, il perd 2 matchs. Enfin, il perd un match, il fait un autre match nul. Et là, il y a une grosse cassure. Il avait déjà perdu les supporters sur la saison passée. Et sur ce début de saison, finalement, je pense que la direction comprend que ça va pas prendre de nouveau. Et il s'en sépare. Et là, en fait, tu es à un an des élections et tout le monde le sait. Ça trotte dans la tête de tout le monde. Il y a un choix qui est fait, c'est Bruno Lage, donc nouveau coach de Benfica, mais qui l'était déjà par le passé sur la période 2018-2020. Donc c'est un choix un peu recyclé. C'est un coach qui a fait toutes les catégories quasiment au club, au niveau de la formation, l'équipe B, l'équipe première. Donc c'est quelqu'un qui connaît le contexte de Benfica, qui connaît aussi le contexte politique et comment s'adresser aux supporters de manière générale. Il fait sa saison, on va dire que c'est un coach différent de Roger Schmidt, dans le sens où Roger Schmidt, c'est un coach qui a une forte identité. Quand tu prends Roger Schmidt, tu sais comment tu vas jouer. Quand tu prends Bruno Lage, tu as un coach qui n'a pas de réelle identité, c'est plus un coach qui va s'adapter à l'adversaire constamment. Par exemple, c'est pour ça que quand je te dis que contre Nice, je sais à peu près quel genre va évoluer. Dans les dynamiques, il y a des dynamiques qui sont très similaires, mais l'idée de jeu va être plutôt comment contrer les forces de Nice plutôt que d'imposer vraiment son style de jeu. Et c'est une frustration du côté Benfica parce que nous, on a une identité qui est normalement très forte, portée sur l'attaque, être très offensif, avoir le ballon constamment. Et c'est quelque chose qui manque avec ce coach, du moins pour ma part. Et du coup, Bruno S, c'est aussi une bonne passerelle du coup pour ces directions qui essayent sur ce mercato actuel, parce que comme tu l'as dit au début du podcast, on finit deuxième du championnat, on gagne pas la Coupe du Portugal, donc saison entre guillemets un peu catastrophique. Dès lors que tu gagnes pas un championnat du côté de Benfica, ça devient très très compliqué. Il y a une forte exigence à ce niveau-là. Tu pars sur un mercato où entre guillemets tu veux aller mettre les moyens. Et donc du coup le nom de Jean Félix revient à la table. Il était déjà évoqué sur la saison précédente, mais on va dire qu'il avait encore une carte à jouer sur les Européens. Là, on savait que c'était fini. Quand tu ne réussis pas non plus à l'AC Milan sur un prêt de 6 mois et que tu as signé à Chelsea il y a un an, on comprend très vite que le retour à Benfica peut s'imposer. Et c'était une rumeur qui venait depuis avril. Benfica et Chelsea n'étaient pas forcément d'accord sur le montant du transfert. C'est ce qui a bloqué parce que le joueur il s'était mis d'accord avec Benfica. Il devait être présenté contre le Fenerbahçe à la maison pour le Zebio Cup. Qu'au dernier moment, Al Nasser se met
voilà, se met dans le deal et pose ses conditions. Et côté Chelsea, c'était OK. Et le joueur, en 48 heures, finalement, ça atterrit du côté d'Al Nassr. Ça a mis une bonne claque, je pense, un peu à tout le monde. Déjà, en premier lieu, je pense au coach et à la direction, parce que c'était vraiment un choix fort du coach. C'est un coach qui l'a lancé à l'époque. Il se dévoile à Benfica avec Bruno Lage, donc c'est un joueur qu'il connaît parfaitement. Je pense que sur le schéma de jeu qu'il comptait mettre en place par la suite, il y avait le cœur du projet passé par Félix. Je dis ça parce qu'actuellement, depuis l'échec du transfert Félix, donc à peu près une semaine, on est sur quasiment aucune rumeur potable. On parle de Dybala, voilà, enfin, on parle de Brahim Diaz, mais le lendemain, bah, Marca nous explique déjà qu'il va renouveler avec le Real Madrid, donc c'est injouable. Et on nous a parlé aussi de Marco Asensio, mais très brièvement. Donc on n'a pas vraiment de rumeurs très, très, très potables. Et je pense qu'en fait, le board je dirais pas qu'ils n'ont pas de plan B, mais je pense qu'ils attendent de passer le cap Ligue des Champions et d'être sûr d'avoir une rentrée d'argent importante pour se lancer sur le prochain achat à ce poste-là et qui aura forcément, je pense, un fort investissement pour avoir une garantie à ce poste. Donc, grosso modo, actuellement, le politique est assez compliqué parce qu'on a 5 candidats qui se présentent aux élections, qui interviennent assez régulièrement publiquement sur des podcasts, via les télévisions. Il y a également l'ex-président Luis Philippe Vieira qui est présent sur les différentes télévisions pour parler de sa potentielle candidature. Donc on est sur un climat assez instable politiquement. Et donc en fait le sportif peut impacter grandement. Il l'a impacté déjà hein, sur ces 4 ans parce que tu es champion qu'une fois. Et là il peut l'impacter s'il n'y a pas une qualification en Ligue des Champions. Donc cette qualification en Ligue des Champions actuellement pour le Benfica c'est primordial. Hmm. Une non-qualification en Ligue des Champions, ça peut dicter définitivement le futur de Rui Costa et en interne, je pense que ça se sait très certainement. Ok, ok. Donc, du coup, concernant le coach, Bruno Lage, un coach qui s'adapte, qui peut changer de dispositif tactique. Bon, je sais qu'il y a certains supporters niçois qui ont regardé la finale de la Super Coupe jeudi soir pour se mettre Clair. dans le contexte, etc. Apparemment, il y a beaucoup d'intensité. C'est ce qui ressort aussi, on va dire, dans le pressing et le fait d'attraper haut aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à ce que Benfica joue haut et essayer de bloquer la première relance et tout en négociant au mieux les seconds ballons? Il y a une réelle volonté à ce niveau-là. Tu vois, quand je te parlais de Barreiro qui pouvait, sans ballon, venir presser en 4-4-2, il y a une volonté de venir harceler les équipes qui jouent même très bas et qui veulent sortir proprement, de récupérer vite le ballon très haut pour aller vite se projeter dans la surface adverse. C'est un réel constat. Mais moi, le sentiment que j'ai aussi, c'est que si ce pressing se loupe très rapidement, on a un gouffre qui se crée au milieu de terrain qui n'a pas encore été pour moi bien travaillé à ce niveau-là parce qu'en fait, on est sur un nouveau milieu de terrain qui a à peine une semaine d'entraînement. Et sur les transitions, du coup, ça peut aller très très vite et créer de vrais problèmes du côté du Benfica. Si on regarde sur le dernier match, les grosses occasions du Sporting se créent comme ça. C'est en deux trois touches de balles qu'ils arrivent très rapidement à se projeter dans les 20-30 derniers mètres de Benfica et se créer une occasion de but. Donc je pense que côté niçois, si j'ai pas de bêtises, vous évoluez surtout en 3-4-3 sur les pistons, que ça soit Klose ou Bard, je peux m'attendre à ce qu'il y ait une attention particulière sur ces deux joueurs. Il y aura une volonté de faire attention à la largeur de votre côté. Surtout là où nous, en fait, on est très axial dans notre jeu. Hmm. Comme je te l'ai dit, on n'a pas de réel ailier. Le danger, par exemple, si on prend le dernier 11 qu'on a présenté, ça passe surtout par Dedic, qui est en fait le seul vraiment élément créatif qui est capable de venir en 1 contre 1 et des. Donc, tu auras devant lui Orsnes qui sera un peu le cerveau de l'équipe, qui vient, euh, qui vient équilibrer, qui arrive à tenir le ballon, jouer en mise, permettre à Dedic de se projeter. Et surtout Enzo. Je pense que la clé côté niçois, s'il y a une volonté de bloquer Benfica, c'est d'arriver à bloquer Pavlidis, Orsnes et Enzo, qui sont les 3 joueurs un peu pensants et créatifs de cette équipe. Et après, Dedic, finalement, il a pas mal de lacunes. Moi, je pense que tu l'as suivi un peu du côté de Marseille sur les 6 derniers mois. Enfin, suivi dans le sens où il a pas joué beaucoup et quand il a joué, ça n'a pas été grandiose, mais de notre côté, pour le coup, il commence très fort. Mais j'y mets des réserves sur l'aspect défensif. Et je pense que ça va surtout essayer de passer par son côté et peut-être aussi le côté de Dalle, forcément. Les hommes forts, tu parles beaucoup de Pavidi, c'est un peu le nom qui revient un peu à Benfica. Bon, il y aura également une défense un peu new look hein, du côté de l'OGC Nice parce que c'est un secteur qui a été beaucoup touché par les blessures.
Djoumaba qui va être aligné sans doute. Il y aura du Antoine Mendy, jeune joueur du centre de formation qui va démarrer, mais on va dire un peu par défaut aussi parce qu'il y a il y a des blessures et donc Dante, hein, le vieux briscard, toujours présent. Euh, Est-ce que tu considères que Pavlidis c'est vraiment l'homme fort de Benfica aujourd'hui, ou est-ce que tu verrais d'autres personnes tout aussi Tu vois, importantes? quand tu m'évoques ce dispositif que vous avez et comment notre équipe pourrait causer des problèmes, forcément, j'ai le nom de Pavlidis qui vient directement en tête, mais qui doit, en fait, c'est un joueur qui est très associatif, donc il va faire des différences, mais il va surtout mettre aussi en valeur les joueurs aux côtés de lui et se rendre très disponible. Donc, je vois, par exemple, contre cette défense à 3, je vois très bien Ivanovic pouvoir débuter. Encore une fois, ça sera à voir au niveau des entraînements si ça a été suffisant pour pouvoir l'aligner dans le 11. Mais c'est un joueur qui, selon moi, peut rentrer et peut faire très mal côté niçois, mais ça sera surtout via ce que Pavlidis peut lui offrir, parce que c'est aujourd'hui un des hommes clés de cette équipe. C'est un joueur qui a eu du mal à s'installer du côté de Benfica, mais surtout au niveau des statistiques. Parce qu'au niveau du jeu, c'était vraiment quelqu'un, on aime bien l'appeler comme ça au côté du Portugal, c'est un peu le Benzema grec, dans le sens où c'est un joueur vraiment qui peut être 8, qui peut être 10, qui peut être 9. Je dirais que ce qui lui manque aujourd'hui, c'est peut-être ce côté tueur dans la surface, mais qui en fait peut être compensé grandement par Ivanovic. Sans ballon, c'est vrai que sur cette défense à 3, c'est pas quelqu'un qui va réussir à être très impactant dans le pressing. Il le fait très bien, mais je trouve pas qu'il pèse forcément tout le temps sur une défense, surtout si elle est bien rodée. Et par exemple là, un acteur Coglou, lui, le fait aussi très bien sans ballon, venir harceler la défense adverse pour venir récupérer vite le ballon. Et j'ai l'impression qu'Ivanovic aussi le fait très bien du peu que j'ai vu en Belgique et à voir parce que ça sera aussi une première pour nous s'il se présente contre Nice. Sur les autres noms, comme je te disais, je te parlais d'Orsnes, mais je peux également te parler en défense, parce qu'on en parle très peu, mais c'est vrai que Nicolas Otamendi, c'est un joueur qui, voilà, champion du monde, joueur d'expérience, capitaine, qui apporte un certain leadership à cette équipe, mais qui, quand on décide de jouer haut, peut être un problème pour notre équipe parce que il Il a la lâche se faire charrette. sentir à la charrette. Et donc forcément, ça peut devenir très compliqué si, on va dire que sur la transition défensive et que sur les autres joueurs, on a du mal à couvrir ou autre, ça peut devenir très compliqué pour lui. Antonio Silva, qui a été, on va dire, assez décrié depuis l'Euro, le dernier Euro, revient quand même très bien depuis la saison dernière et surtout sur la seconde partie de saison. Il fait un très bon match contre le Sporting. Pour moi, homme du match, même si ça a été Pavlidis. C'est une doublette pardon, qui marche très bien et surtout depuis l'entrée d'Enzo. Parce que à la relance, les deux sont pas forcément les meilleurs au monde, mais Enzo arrive à venir entre ces deux défenseurs et permettre une relance beaucoup plus propre et en fait les rassurer à ce niveau-là. On peut être pressé, on peut lui transmettre le ballon, il ira chercher une solution à gauche, à droite, temporiser, attendre qu'un milieu se démarque ou autre. Et ça a permis de rassurer ces deux joueurs et de les valoriser. Et dans les cages, Troubine qui finalement est pour moi devient de plus en plus indiscutable et un gardien d'avenir et qui peut aussi nous sauver, qui nous sauve hein, sur beaucoup de matchs et qui peut être un élément essentiel contre Nice si on rentre pas bien dans notre match et qu'on se retrouve vite en difficulté, on peut généralement compter sur lui. Donc tu nous as dit que voilà, il fallait qu'on bloque certains joueurs, qu'une fois cette première ligne de pressing passée, donc il va falloir qu'on soit irréprochable, on va dire, dans la première relance, hein, parce que à moins que ça prenne le parti, on va dire, de relancer un peu plus long et essayer de gagner le duel, ça aussi ça reste à déterminer. On parle beaucoup du futur duel Terem Moffi, Nicolas Otamendi, justement par rapport au fait que Mofi a une pointe de vitesse qui est quand même assez important. Comment est-ce que tu juges ça? Est-ce que tu penses que, suivant aussi un peu voilà, le championnat français, est-ce que tu penses que le profil de Mofi peut venir faire mal à cette défense? Moi, si je dois parler d'un joueur bon, qui va être semblable, non, mais peut-être dans le profil, quand je pense à Gyökeres qui est parti à Arsenal, ce joueur qui est capable de vite prendre la profondeur et du coup d'être très dérangeant, c'est des joueurs qui embêtaient beaucoup Otamendi. Et généralement, ce qui se passait, c'est qu'on était sur limite un autre joueur en couverture pour pouvoir l'aider. Donc un joueur qui vient directement qui viendrait potentiellement embêter Mofi. Pour qu'Otamendi n'ait pas
ce truc de venir tout de suite se lancer dessus, parce qu'il aime beaucoup défendre en avançant et des fois se cramer. Et donc ça peut être un danger. Maintenant, moi je pense que au niveau de l'expérience, il a ce côté-là qui peut être très chiant pour les attaquants. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut vite rentrer dans la tête de l'autre, qui peut provoquer un peu des fautes bêtes, dans le sens où si Mofi vient, je sais pas, le bousculer ou autre, il peut se jeter par terre et devenir très agressif. Un peu, on va dire, le joueur argentin par excellence. Et donc sur ça, ça peut être intéressant. Ça peut être un match dans le match totalement. Mais je pense pas que ça sera juste Otamendi contre lui. Moi, ça fait un moment que je vois pas juste Otamendi annuler un autre joueur. Surtout un travail collectif au niveau de la défense qui sera fait. Et il faudra être très complémentaire parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le véritable point faible de cette défense, c'est quand elle joue haut et qu'elle est prise de surprise et ça peut aller très vite. Le Sporting a marqué un but hors jeu comme ça sur la Super Coupe qui a été refusée par hors-jeu. Mais pareil, c'était en fait Ardeur qui est un peu aussi dans le profil Moffi, hein, qui s'écartait plus sur le couloir, qui attaquait la profondeur et qui en fait provoquait, on va dire, le départ d'Antonio Silva qui allait le suivre et qui créait un espace. Otamendi finalement, pareil, était pris de vitesse par un Pedro Gonçalves qui venait attaquer son dos et se présenter au second poteau. Donc il y a des dynamiques qui peuvent être observées du côté de Nice sur le dernier match face au Sporting, qui peuvent être reprises et qui, je pense, peuvent faire mal à Benfica. Donc ça sera à Benfica d'être fort à ce niveau-là pour annuler les attaques de l'OGC Nice. Mais je pense que, comme je te l'ai dit, je pense vraiment que ça peut être un match compliqué si Benfica rentre mal dans sa rencontre. Est-ce que tu vois d'autres points faibles? Tu as parlé bon, voilà, de la défense, du fait que Otamendi peut avoir quelques lenteurs, le manque d'automatisme, forcément, petite préparation, voilà, Mercato qui n'est pas encore totalement terminé parce qu'il y a en suspens cette qualification à LDC. Est-ce que tu vois d'autres choses, éventuellement, voilà, des points de progrès dans l'équipe Ça sera les transitions défensives pour moi. De manière globale, il y a une réelle progression à avoir dans ce sens-là, notamment même sur nos latéraux, hein, qui aujourd'hui sont encore des interrogations à ce niveau-là. Dans le sens où Samuel Dahl remplace un Alvaro Carreras qui était énorme sur le point de vue défensif. Sur les transitions défensives, c'était quelqu'un qui récupérait très vite le ballon. Son nombre de duels remportés était aussi très haut et qui en fait nous permettait d'avoir on va dire, une palette tactique assez importante, dans le sens où sur le même match, tu pouvais évoluer en 3-4-3 ou en 4-3-3, parce qu'il y a cette faculté de passer de piston gauche à défenseur axe gauche. C'est pas pour rien qu'il finit au Real Madrid, hein, encore une fois. Et ça, aujourd'hui, Samuel Dahl doit remplacer un gros prospect. Et aujourd'hui, ses lacunes, c'est pas avec ballon, parce qu'avec ballon, c'est vraiment un joueur qui est intéressant. C'est vraiment sur l'aspect défensif, et notamment sur ce genre de match qui demande voilà, d'être vraiment au niveau d'être beaucoup plus large au niveau de sa palette, et notamment défensive. Donc moi, c'est plus sur ça. Je peux avoir des craintes sur Dedic et Dal. Non pas que ce sont des mauvais joueurs, mais si tactiquement on est pris de court, ça peut devenir compliqué pour eux si on attaque les points faibles de notre équipe. Bon, tu nous as donné un peu ton ressenti sur le tirage. Maintenant, je vais te demander un peu ton ressenti sur la double confrontation là, qui se profile. On l'a compris, hein, la qualification de Benfica, elle est vitale. Euh, pour Nice, elle est bonus, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'Europa League qui est assurée. Possiblement qu'aujourd'hui, c'est un peu plus notre niveau. Bon, qu'est-ce que tu vois comme scénario de match, comme résultat? C'est difficile là de te lancer dans un pronostic, mais si tu devais, on va dire, voilà, imaginer une double confrontation, tu imaginerais quel type de résultat et quel type de physionomie? Alors, c'est facile de dire ça, hein. Tu peux dire tout et n'importe quoi, mais j'ai deux scénarios en tête. C'est le scénario où dès l'entame de match, vous marquez très tôt. Et ça, c'est vraiment pas impossible. Et j'ai le scénario où on a une victoire entre guillemets confortable, peut-être 2-0 chez vous. Mais au vu de l'exigence de ce début de saison, j'ai un peu peur que ça n'arrive pas. Je pense que ça va être un match compliqué à l'aller, où potentiellement on peut gagner 2-1. J'avoue que j'ai du mal à nous voir perdre. Pas que vous soyez mauvais, loin de là, c'est qu'en fait, il y a de telles exigences du côté du Benfica il y a de tels enjeux qui sont dans l'obligation de passer ce premier tour. On en parlait en off, mais déjà, du point de vue historique, c'est un club
qui sur les dernières années est constamment en huitième, quart de finale de Ligue des Champions et se doit d'être présent dans cette compétition. Au vu de l'indice UEFA portugais qui est très faible, bah, finalement on est obligé de passer par ce tour éliminatoire. Euh, mais quand tu y passes, en fait, tu dois pour moi affirmer ce statut de club qui a des prétentions européennes, non pas de la gagner, même si dans l'histoire on l'a déjà gagné, mais d'aller le plus loin possible et des fois l'équipe surprise qui peut aller attaquer le dernier carré, comme l'a pu faire à Monaco ou l'Ajax par le passé. Désolé pour la référence pour Monaco, c'est pas, Non, c'est non, pas. mais alors j'ai préféré le Monaco 2003-2004 que le Monaco Voilà. 2017, mais Bah, le 2003-2004 qui va en finale de LDC contre eux. Bah, désolé Porto, hein, mais bah, ça m'aurait arrangé que vous qui gagne non, contre le non, FC mais Porto. c'était, on va dire, une équipe qui, moi-même, en tant que supporter de l'OGC Nice, m'a fait un peu kiffer quand même, je dois le dire. Voilà. Donc voilà, comme je te le disais, il faut que ça soit ce genre d'équipe un peu surprise. Et ça doit passer par des projets intéressants, des projets ambitieux, une équipe qui est intéressante à suivre. Voilà. Je sais pas si, je pense pas que ça sera le cas cette année parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qui font que. Euh, mais par contre, oui, il faut être présent dans cette Ligue des Champions et surtout du point de vue économique, financièrement, c'est très important pour Benfica d'être en Ligue des Champions. Euh, Par exemple, en cas de non-qualification, c'est déjà une ou deux ventes directement sur ce mercato. Et donc, du coup, aussi ton mercato qui sera directement impacté. Donc, comme je te disais, il y a beaucoup d'enjeux. Mais sur cette rencontre, non, je pense qu'à l'aller, on aura au retour, je pense par contre qu'à la maison, déjà, il y a le facteur, tu reçois sur le second match. C'est très favorable. Et Nalouge, s'il y a un résultat qui est moins favorable à l'aller, ça peut pousser et on peut très vite prendre l'ascendant et être intéressant. Même si sur ces deux dernières années en Europe, ça s'est un peu moins bien passé. On a quand même un statut historiquement à la maison où c'est très dur de venir jouer chez nous. Ben, Et je pense aucun qu'on club arrivera français à faire. n'a gagné là-bas, non? Il y a ça. De mémoire, il me semble Il y a qu'il y a une ce stat, il y a une registre-là stat où. qui traîne où, en Oui, gros, c'est un stade qui ne plaît pas du tout aux équipes françaises. Est-ce que tu peux nous. Du coup, exactement. voilà, t'habites Lisbonne, donc tu vas régulièrement au stade de la Luz. Je le prononce bien? Mhm. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire deux mots un peu sur l'ambiance et le climat qui règne un peu dans ce stade? Alors, sur les grosses rencontres, c'est intéressant. De manière générale, on a connu de meilleurs jours, dans le sens où il y a un peu un contexte politique, encore une fois, où les ultras se font un peu taper dessus, il y a beaucoup de restrictions. Et de manière générale, le club est en pleine transition, donc on va dire que tout le monde ne tire pas vers le même sens, ne va pas vers le même sens. Mais sur les grands matchs, les grandes rencontres et les grands enjeux, je dirais que le stade arrive quand même à trouver des ressources et à se faire entendre. Je pense pas que ce sera un élément déterminant, mais ça peut impressionner quand même les équipes adverses si on est dans un grand soir. Et j'espère que ça sera le cas face à l'OGC Nice. Si il y a victoire entre guillemets confortable à l'aller, je pense que l'ambiance se fera beaucoup moins sentir au match retour. Si par contre il y a une contre-performance à l'aller face à l'OGC Nice, je pense que le public ira chercher, d'où, enfin, avec le stress de potentiellement on ne peut pas se qualifier, donc il faut aider l'équipe, etc. Mais voilà, après, à voir. Mais je pense que s'il y a des supporters de l'OGC Nice qui nous écoutent et qui feront le déplacement, je pense qu'ils seront satisfaits de voir ce stade et qui est assez impressionnant, je pense, avec toutes mes décis. Non, non, mais tu peux y aller. Écoute, je te remercie grandement pour toutes ces informations. Bon, on souhaite la meilleure double confrontation possible, hein, humblement, mais moi, en tout cas, l'objectif, en tant que supporter niçois, c'est qu'on arrive au match retour sans être réellement Sans condamné. regret. C'est-à-dire que, tu vois, si tu Mhm. arrives à Lisbonne, tu as déjà 3-0 dans la musette. Bon, tu vois, je Je préfère pense autant pas que ça. qu'il y ait un match Mhm. nul ou qu'il y ait un +1 ou -1, tu vois, à l'issue du premier match, qu'on se dise, allez, le match retour quand même, il sert à quelque chose parce que j'ai du mal à imaginer si on prend, allez, 2-3 buts de retard sur le match aller, qu'on arrive à faire quelque chose, même, allez, même un but. Mais voilà, qu'on se donne quand même le maximum de chance, puisque bah, on a un peu voilà, le petit poussé, hein, le petit poussé de cette compétition. On a l'impression qu'on est en Il y Coupe a- de il y a- France, mais Ah non, mais moi je trouve que ça m'embête que vous tombiez contre nous parce que j'aurais aimé vous voir passer et vous voir participer à cette Ligue des Champions. Je pense que c'est un club qui mérite de la jouer. Donc à voir, c'est dommage que ça soit contre nous parce que du coup je peux pas vous le souhaiter.
Mais je sais pas, d'ailleurs, je sais pas si je t'ai donné cet élément, il me semble pas. Mais par exemple, dans notre cas, on ne jouera pas la première journée de championnat qui aura le week-end prochain parce qu'il y a vraiment un focus sur cette Ligue des Champions et la Ligue a porté ce match à septembre. Donc en fait, on va être sur une semaine complète où focus au GC Nice à l'aller et au retour. Il me semble que la Ligue 1 reprend pas non plus ce week-end, mais le week-end d'après, si je dis pas de Tout à bêtises. fait. Donc pareil pour vous. Donc c'est un élément aussi à prendre en compte sur la préparation de la double confrontation. Donc, mais je pense que ça peut être de très bons matchs où deux équipes. Bah, déjà de votre côté, vous êtes une équipe joueuse. Euh, Nous, je pense qu'on va peut-être décevoir à ce niveau-là. À voir. Encore une fois, on est capable du pire comme du meilleur. Euh, Comme on gagne la Super Coupe le week-end, enfin le week-end dernier, oui, vendredi dernier, pardon. On réalise pas un grand match, mais le résultat, c'était le plus important, c'est vraiment de gagner avant tout parce que, encore une fois, il y a que 2 semaines de pré-saison. Donc très peu finalement pour tout mettre en place. À voir comment on se présentera face à Nice parce qu'il y a encore une fois, il y a aussi ce côté moral dans le sens où tu viens d'une victoire en Super Coupe qui fait beaucoup de bien dans le vestiaire aussi. Donc ça peut impulser une belle dynamique et se confirmer face à. Je pense que vraiment les 15-20 premières minutes seront assez révélatrices de ce que pourra donner le match. Écoutez, on va voir, hein. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je te remercie voilà, une nouvelle fois pour ta venue dans le club Pancho, pour tous ces éléments concernant le Benfica Lisbonne. Voilà, voilà, vous venez d'écouter ce numéro, vous avez tous les éléments, vous avez le contexte nécessaire pour vous mettre gentiment derrière votre poste de télévision si vous n'avez pas la chance de regarder le match et d'aller voir le match au stade ou alors d'aller supporter parce qu'il faut y aller à l'Alliance. Il reste encore des places. On s'approche gentiment du guichet fermé, mais il faut remplir ce stade, il faut créer l'exploit. Voilà, tout simplement. Un grand merci à toi, Barbosa. Et puis écoute, bonne double confrontation et puis bon été à toi du côté de Lisbonne. À toi aussi. Salut.